tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial, au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, Damien, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, que vous venez de passer une très bonne heure, comme tous les mardis soirs, avec Chrysanthème et Yann aux commandes. Mais il est temps maintenant de laisser la parole aux sportifs du dimanche, concernant l'équipe du CSC, notamment avec moi ce soir Marine, qui joue à Roubaix, donc j'en profite. Toi, exactement. Tes matchs, c'est souvent le samedi ou le dimanche? Dimanche matin la plupart du temps. En plus. C'est sympa de jouer un dimanche matin? C'est sympa quand il n'y a pas de soirée le samedi soir la veille. Et puis avec la météo, là, ça se rafraîchit un petit peu, donc ça doit piquer. Et Mathis aussi, qui est avec nous ce soir. Mathis, toi, tu joues le dimanche matin? Ça va courir, ça fait... Plus maintenant, avant, à l'époque du lycée. Plus maintenant, j'ai l'impression que tu as une carrière de grand sportif. Je me permettrai pas quand même. Plus maintenant, là, j'ai les mollets un peu en feu ces temps-ci. Pas de problème. En tout cas, nouvelle émission, comme d'habitude, de 23h minuit du Campus Sport Club. Ce soir, normalement, si vous étiez devant vos télés, vos écrans ou en ville, vous n'avez certainement pas manqué que c'était soirée Ligue des Champions. Pas encore match de Lens ce soir, puisque c'était autour du Paris Saint-Germain. On fait un débrief de tous ces petits matchs pour commencer avec les résultats, comme d'habitude. Et derrière ce petit jingle, signé Marine. Ligue 1, Top 14, NBA. Vous n'avez rien suivi du week-end? Pas de problème. Voici les résultats du Campus Sport Club. Excusez-moi pour le petit temps de latence, c'est l'ordinateur qui fait des siennes. En tout cas, un score pour le Paris Saint-Germain ce soir face à Newcastle au Parc des Princes, qui ne fait pas tant que ça les affaires des Parisiens. Ouais, ça fait pas les affaires des Parisiens, mais ça aurait pu être pire sans ce penalty à la 90+8 transformé par Kylian Mbappé. Donc ils accrochent quand même un point contre Newcastle. On a eu peur parce que s'ils l'avaient pas pris ce point-là, ça aurait pu faire encore plus mal. Là, ils remontent quand même à la 2e place. Donc avec le Borussia qui est qualifié avec 10 points, Paris qui est 2e 7 points et Newcastle et Milan qui sont 3e et 4e avec 5 points. Newcastle devant à la différence de but. Qu'est-ce qu'on en pense là, ça sent pas bon pour la qualif, pour l'avenir européen, ça s'assombrit quand même là. Il faut dire aussi que les Parisiens, si je dis pas de bêtises, je vais pas dire tout de suite, mais par rapport à leur dernier match qui pour la 6e journée, qui va forcément compter pour ça, je voulais juste vérifier quel était leur adversaire. C'est bien Dortmund qui a du coup ce soir en parallèle, on va y revenir, validé son ticket. C'est presque bon signe finalement pour Paris, puisque ça veut dire que Newcastle et Milan, qui sont juste derrière avec 5 points, eux vont se battre, et donc un seul des deux ne pourrait en sortir gagnant, et match nul, c'est Paris assuré 2e. Donc au final, ce point nul, c'est un point de victoire presque. Oui, surtout qu'il y a plus que 3 points d'écart entre Paris et Dortmund, donc si victoire il y avait sur cette dernière confrontation, le PSG peut même encore espérer d'être premier. C'est assez miraculeux au vu du scénario de cette rencontre où pendant très nombreuses minutes, le PSG se retrouvait 3e de cette poule F. Alors si on s'amuse à faire les comptes, lorsque viendra la 6e journée, si Paris se faisait accrocher par... Comme tu le dis, si Paris a encore des chances de finir premier et qu'ils vont jouer la victoire, que Dortmund, en tout cas, va essayer de conforter cette première place-là, ça lui éviterait de tomber, on le sait, avec les règles Ligue des Champions, de tomber face à un autre premier de groupe en 8e de finale. En admettant qu'il y ait match nul, là, évidemment, en l'autre match, si l'une des deux équipes s'en sort, on va se retrouver avec Paris et un des adversaires à 8 points.
Là, on va, à mon avis, bien suivre ça dans plusieurs semaines. Regarder très attentivement les différences de buts, voir qui a l'avantage sur quoi. Ça va. Les pronos, on va en reparler des pronos forts du CSC qui sont merveilleux depuis le début, mais là, ça va être bouillantissime. Ouais, ça va être serré. Quelques autres résultats de ce soir, l'Atlético Madrid qui s'impose à Rotterdam et la Lazio Rome qui s'impose au Celtic Glasgow, donc les deux clubs qualifiés si je me trompe pas. Manchester City qui perdait 2-0 sur un doublé de Luis Openda contre Leipzig a fait une remontada et gagné 3-2. Bon, les deux équipes sont déjà qualifiées, mais un petit match spectaculaire quand même. Et le FC Barcelone s'est imposé chez lui contre Porto 2-1. On revenait un petit peu en avance avec la Ligue 1 ce week-end pour débuter cette 13e journée beaucoup plus riche en spectacles que la dernière. Le PSG surclassé Monaco sur le score de 5-2. Au terme d'un match rythmé et animé, notamment en première période, le PSG s'est imposé logiquement avec sérieux et application. Les Parisiens ont déroulé en seconde période, notamment face à une formation monégasque intéressante mais quelque peu limitée. À noter notamment enfin le premier but d'Ousmane Dembélé sous ses couleurs parisiennes. Lens s'imposait tranquillement 3-0 à Clermont avec là aussi beaucoup d'animation puisque après avoir ouvert le score à la 11e minute, Eli Wahi se faisait expulser à la 45e, tout comme Seydou du côté clermontois. À 10 contre 10 et face à un collectif clermontois en manque de confiance, les Soriors enchaînent un 8e match sans défaite en Ligue 1. Le cauchemar continue pour nous, Adrien. Marseille s'enlise à la Méno, surpassé par les Alsaciens, qui n'ont pourtant presque pas existé avant la pause. Cyclos a permis logiquement aux Phocéens de boucler le premier acte à 1 partout. L'OM a ensuite balbutié son football sans tir cadré et souvent au bord de la rupture. Pour la journée dimanche, Nice s'est imposé 1-0 à domicile contre Toulouse. Brest est gagné 3-1 à Montpellier. Lorient s'est incliné chez lui contre Metz 3-2 et Nantes et Le Havre se sont neutralisés à la Beaujoire, score final 0-0. Rennes s'impose enfin et casse sa mauvaise série en Ligue 1 face à une équipe de Reims bien moins flamboyante qu'en début de saison. Guiri et Bourigeaud et Théat ont offert la victoire à Julien Stéphan pour son retour sur le banc rennais. Lyon rechute, lui, à domicile contre le LOSC et les choix tactiques de Fabio Grosso à la pause n'y auront rien fait. Nouvelle désillusion pour l'OL qui signe sa 7e défaite de la saison et reste lanterne rouge face à un LOSC qui a su tuer le match en première période. Avec ce succès largement mérité, les Lillois reviennent à 1 point de Monaco et du podium. Alors messieurs, à l'issue de cette 13e journée de Ligue 1, qu'est-ce qu'on retient? Renouveau pour Rennes, inquiétude pour Marseille, nouvelle chute de Lyon? Lyon, oui. Oui, toujours. Lyon qui avait gagné, rappelons-le, la dernière journée de championnat avant la trêve internationale, avait enfin gagné cette année contre Rennes, mais dans des circonstances assez aussi en leur faveur, avec un rouge dès la 4e ou 5e minute. Donc là, un nouveau revers à domicile face au LOSC. Il faut dire que le LOSC aussi est pas dans une mauvaise dynamique. Donc c'est assez logique. C'est surtout que Lens, par rapport à son début de saison raté, maintenant c'est vraiment bien installé et bien remonté dans ce top 8, top 6. Et a priori, en tout cas, est bien parti pour encore prétendre à ces places européennes, Mathis. Ouais, et puis moi j'ai aussi envie de souligner les prestations de Nice qui s'enchaînent de très bonne manière. Seule équipe toujours invaincue en Ligue 1 cette saison, 8 victoires, 5 nuls, donc pour aucune défaite, avec cette solidité défensive impressionnante, seulement 4 buts encaissés par les Niçois en 13 rencontres. Ça me rappelle, je ne sais pas si Marine, tu t'en souviendrais, toi, juste après le départ de Deschamps, Marseille qui fait une saison 2012-2013 assez folle dans le sens où ils gagnent une douzaine de matchs 1-0 ou 0-1 en l'occurrence, et ce qui leur permet d'être dauphin du PSG, mais en fait ce genre de saison-là peut offrir une place facile en Ligue des Champions à Nice. On ne demande pas à marquer 3 buts par match, il suffit de gagner le match 1-0 et c'est 3 points à la clé. Et Nice, en tout cas, a l'air d'être dans cette dynamique-là de juste faire le minimum, mais au final, au niveau des résultats, on peut rien leur dire. C'est la seule équipe, peut-être la seule équipe des 5 grands championnats invaincus même. Peut-être à ce jour. Il faudrait vérifier ça. Ouais. Je l'envoie un peu en l'air, mais je suis quasi sûr qu'il y a plus beaucoup de clubs, en tout cas, dans les 5 grands championnats qui peuvent se targuer de n'avoir encore aucune défaite en championnat. Voilà. Donc c'est vachement intéressant. On passe au biathlon cette fois. Ce week-end à Östersund, la Coupe du Monde de biathlon faisait son grand retour. Ce samedi d'abord avec les relais inauguraux où les Bleus ont tenu leur rang. Fabien Claude et Julia Simon ont tout d'abord ouvert le compteur en signant une 3e place in extremis sur le relais mixte simple remporté par les Suédois. Puis Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Justine
Justine Bredas-Boucher et Lou Jean Monod ont apporté une première victoire pleine d'autorité sur le relais mixte complet devant les Norvégiens des frères Beu. En revanche, dès le lendemain, les Bleus déçoivent sur l'individuel. Maladroit, aucun des Français n'a pesé sur la course. À noter tout de même la belle 10e place du jeune Emilien Claude avec un 20/20. Lisa Vitozzi, 19/20 et Roman Reis, 19 également, défendront leur dossard jaune de leader du classement général dès les sprints jeudi et vendredi, suite à leur victoire. Alors, messieurs, qui avait parlé de ça, qui avait parié ça dans les pronos foireux là du CSC? Justement, j'allais y aller, mais du coup, Mathis, je pense qu'on a vu la même info très rapidement, très subtilement pendant que Marine introduisait le biathlon. Non, Nice n'est pas la seule équipe. Je te laisse dire, je cherche les fameux pronos. Ouais, il y a le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, 2 équipes allemandes qui sont encore vaincues avec la très belle dynamique du Bayer Leverkusen, 11 victoires et 1 nul pour aucune défaite, et 10 victoires et 2 nuls pour Bayern Munich. Ouais, exactement. Et donc pour ce qui était, vous ne le savez peut-être pas, mais nous en interne, j'ai relancé cette année en quelque sorte les pronos foireux du CSC, puisque c'est toujours rigolo de bien s'y connaître en sport, mais une fois que vient le jeu des pronostics, c'est toujours rigolo de voir qu'on est souvent à côté de la plaque. Et là en l'occurrence, chez les hommes, c'était évidemment du Leigrid, Johannes Beu, Jacquelin, donc des grosses têtes. Finalement, c'est les Allemands qui s'en sortent le mieux en ce début de saison en Suède pour ces épreuves individuelles. Et chez les femmes, il y avait les sœurs Heuberg aussi proposées, Tendrevolt ou Davidova, Marine. Ouais, moi j'avais mis Davidova, j'ai essayé de changer un peu, mais bon... Tu fais dans l'original. Voilà. Et ça marche pas. Alors, celui qui aurait proposé Rhys aurait quand même pris sacré point. Donc on va essayer de se rattraper sur les épreuves de cette semaine qui seront introduites dans les immanquables. Ok, ça marche. On passe au tennis. Alors, en battant l'Australien Alex de Minaur 6-3, 6-0, Yannick Sinner a ramené à l'Italie la 2e Coupe Davis de son histoire ce dimanche. Pour petit rappel, les Transalpins avaient soulevé le trophée une seule fois auparavant en 1976, soit il y a 47 ans. Une fois le rouleau compresseur lancé, l'Italien n'a laissé que des miettes, enfonçant son adversaire dès qu'il en avait l'occasion. Inquiété une seule fois sur son service, il a lâché une bombe extérieure avant de sauver la mise sur un revers long de ligne. Imperturbable, implacable, le poing serré, le regard fixé vers son clan. Sinner a asséné des coups qui faisaient de plus en plus mal jusqu'à réaliser un 2e set juste hallucinant de justesse et de détermination, de quoi réduire le pourtant 11e mondial au rang de simple spectateur en fait. Au lendemain de son exploit majuscule face à Djokovic, qu'il a battu 2 fois la même journée et contre qui il a sauvé 3 balles de match en simple pour maintenir son pays en vie, Sinner n'a pas non plus tremblé au moment d'offrir des successeurs à ses aînés de 1976. Ça date pas d'hier. Hein. Ouais. Une conclusion remarquable pour une semaine impeccable pour lui avec 5 victoires en 5 matchs disputés, et je dirais même une fin de saison remarquable parce qu'on en avait déjà un peu parlé la semaine dernière dans le CSC, mais il fait aussi un gros master en battant notamment Medvedev en demi, alors on sait qu'il avait du mal à le battre. Là il remporte ses 3 derniers duels contre le Russe. Bref, il n'en finit plus d'ébatté. Alors petite question pour vous, quelle place au classement ATP Sinner il peut ambitionner pour l'année prochaine? En tout cas, on l'avait déjà un peu supputé, mais cette saison-là, il est vraiment rentré dans le jeu des grands. J'ai l'impression qu'il est vraiment rentré dans cette cour des grands où il peut vraiment prétendre aux premières places. C'est très difficile de l'imaginer top 3 encore, puisque Medvedev sur une saison quand même reste très costaud, mais moi j'estime top 5, en tout cas il est là. En toute façon, c'était celui qui était annoncé de cette génération Alcaraz-Rune. Il est un tout petit peu plus vieux, il a 2 ans de plus, mais il a un peu ce 3e, et même Djokovic le disait de son propre aveu, imaginez ce Big Three là se dessiner peut-être sur les prochaines années. Ouais, justement, moi j'allais dire top 4, top 3 en fonction avec Medvedev, je pense que ça peut se jouer. Bon, pour moi Alcaraz et Djoko sont quand même un cran au-dessus pour l'instant encore, mais Sinner il pousse derrière et il peut vite arriver, je pense. On a vraiment l'impression que sur cette saison-là, le fait d'avoir fait ces exploits-là, d'avoir remporté ses premiers Masters 1000, d'avoir remporté la Coupe Davis, c'est peut-être aussi un déclic mental, psychologique, puisqu'on le voyait, on sentait déjà dès le début qu'il avait le talent, qu'il était bon raquette en main. Par contre, c'est vrai que sur le calendrier ATP, quand on croisait les gros, quand on croisait des hommes du top 10, à force de perdre, on commence à se dire mince, j'ai peut-être pas le niveau que je prétends. Et là, cette année, vraiment, il a eu ce déclic. Il a enchaîné des victoires contre des grosses têtes d'affiche. Et c'est peut-être ça qui va lui offrir de plus en plus de victoires. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui espérer. J'ai l'impression avec son gang c'est son clan de fans déguisé en carotte. Là. C'est pas lui qui a des fans un peu atypiques. J'ai pas vu passer l'info. Non, c'était par rapport à ses cheveux roux, poils de carotte. Et il avait, je crois, il a des fans, des ultras,
qui l'accompagne. Il me semble qu'il se déguise en carotte et que lui en joue. Et il est content lui au moins d'avoir ses ultras. Incroyable. Et on termine ces résultats avec le sport auto. Pas mal de choses à dire ce week-end. Ça y est, on n'aura plus à compter les énièmes victoires de Verstappen au fil des semaines. Parce que ça y est, la saison 2023 de Formule 1 est terminée. Et c'est à Abu Dhabi que s'est déroulée la dernière course de la saison. Largement dominée, une nouvelle fois, je le disais, par le triple champion du monde Max Verstappen. Le pilote Red Bull devance Charles Leclerc et George Russell. Vainqueur de 19 Grands Prix cette saison, le Néerlandais poursuit sa course au record et est déjà tourné vers 2024. Du côté des constructeurs, Red Bull devance de 450 points Mercedes qui se termine deuxième, 3 points devant la Scuderia Ferrari. Alors désormais, rendez-vous le 2 mars 2024 à Sakir pour les nouvelles émotions. Et 2-2 pour le pilote Ducati en MotoGP. C'est à Valence que l'Italien Bagnaia a conservé son titre de champion du monde. Au coude à coude toute la saison avec l'Espagnol Jorge Martin, il a profité de la chute de ce dernier en début de course pour clore le débat immédiatement. Bagnaia termine la course derrière Maverick Vinales et devance un certain Johan Zarco, 3e, qui termine 5e au classement général cette saison. Et si Bagnaia a conclu 2023 sous le signe du panache, il se pose surtout en champion de la régularité. En 39 départs, il a fini 28 fois sur le podium, a remporté 7 grands prix et 4 sprints et signé 7 pole positions. Il se pose aussi en légende en formation parce qu'ils ne sont que 3 à avoir conservé leur couronne dans l'ère du MotoGP depuis 2002. Voilà, encore incassable, une telle blindée en 2023. Bagnaia a enrichi sa panoplie de pilotes et son palmarès aussi. Eh ben, dis donc. En l'occurrence, je crois que ça faisait quand même pas mal d'années qu'un champion, qu'à la fois le champion de Formule 1 et le champion de MotoGP conservaient leur titre. Comme tu dis, déjà en MotoGP, c'est assez rare. Et il y a aussi, de toute façon, cette dimension assez spectaculaire. Je pense que le MotoGP monte en puissance grâce à ça. C'est que 2 mecs qui sont au coude à coude pour jouer un titre, quand ils tentent le tout pour le tout, comme Jorge Martin, quand il y a des chutes, ça rend le scénario un peu fou. L'an dernier aussi, quand Quartararo était au coude à coude, la moindre chute pouvait laisser croire que tout pouvait se passer. C'était assez divertissant. Je sais pas si vous l'avez suivi assez assidûment aussi cette saison de MotoGP, comme la Formule 1 était un peu à sens unique. Ouais, j'allais faire un parallèle justement avec la F1. Non, moi j'ai pas trop suivi la GP, mais la MotoGP, mais peut-être justement que ça pouvait aussi donner plus d'intérêt cette course assez serrée, là où on retrouvait pas cette énergie un petit peu stressante de fin de championnat avec quelques points qui séparaient les deux équipiers, alors qu'en Formule 1, Marine, tu l'as dit, Verstappen très au-dessus du lot. J'ai une petite question pour vous. À votre avis, si Red Bull n'existait pas cette saison, qui aurait fini champion du monde des pilotes? Pas objectivement, Lewis Hamilton. T'as dit comment? Pas objectivement, Lewis Hamilton. Pas objectivement, mais du coup objectivement, tu penses que au point. On estime que si on les efface de tous les top 10 et donc on remonte tout le monde, qui aurait le plus de points? Est-ce que Ferrari gère mieux ses courses ou c'est la même saison? Pas du tout. Non, t'as raison en fait. Je te fais tourner en bourrique juste pour que tu sois sûr de toi, mais c'est bien Lewis Hamilton qui aurait été champion du monde dans un monde où Red Bull n'existe pas. C'est Lewis Hamilton qui serait champion du monde des pilotes, mais pour pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose parce qu'en plus sur ce dernier Grand Prix là, entre les classements d'Alonso, Sainz, Leclerc, Russell, ça a jonglé à tout va. Donc en tout cas. Comme tu dis, rendez-vous en mars. On espère peut-être que les cartes seront un petit peu mieux redistribuées, puis surtout pour les Alpines. Parce que Gasly et Ocon, c'est pas médiocre non plus. C'est correct, on va dire. Peut-être qu'on s'attendait un peu mieux, surtout surpris très vite en début de saison par les performances d'Aston Martin. On aura l'occasion peut-être dans les semaines à venir de refaire un petit retour sur ces saisons-là de sport mécanique, faire un petit débat là-dessus, et puis alors en 2024. Juste avant le début des autres saisons. Merci Marine pour ces résultats. Moi, je vais rebondir sur un autre dernier petit résultat pour justifier mon choix musical, le premier choix musical de la soirée. Il y a d'autres Français qui ont gagné très récemment, puisque les Français en football sont en train de jouer la Coupe du Monde des moins de 17 ans, et les Français sont en finale grâce à leur victoire en demi face au Mali, et c'est une finale que retrouve donc la France dans cette tranche d'âge 22 ans après une génération Florent Sinama-Pongolle, Anthony Le Tallec et grandes heures au début du siècle du foot français. Pour l'occasion, petit retour donc à cette année 2001 avec la chanson qui était en tête du Billboard 100, c'est Hanging by a Moment de Lifehouse. Je ne connais pas très bien, mais je vous laisse du coup profiter, peut-être que certains la connaissent bien. On s'écoute ça dans quelques minutes et le CSC revient pour les news.
On est de retour pour poursuivre cette nouvelle émission du Campus Sport Club. Vous venez d'avoir un grand retour sur les résultats et notamment avec ces jeunes Français qui joueront cette finale de Coupe du Monde, mais on en reparlera bien sûr dans les immanquables. Marine, tu voulais dire quelque chose peut-être ? Non, hein, tu voulais rien dire. On va avancer. Comme d'habitude, après les résultats viennent les petites news que je vais vous distiller avec notamment quelques infos autour des Jeux Olympiques de Paris dans un instant. Entre les infos que vous auriez lues et celles que vous auriez manquées, les voici toutes réunies dans les news du CSC. Comme je vous le disais, quelques petites infos qui sont tombées en ce début de semaine, notamment autour des Jeux, notamment autour, vous le savez, de la flamme olympique. On a eu il y a quelques semaines ce tracé à travers toute la France de cette flamme olympique qui va passer de relayeur en relayeur. Forcément se pose la question de qui va être l'ultime relayeur ou l'ultime relayeuse de cette flamme pour l'allumer à la veille des Jeux, et en tout cas présente à Tignes ce mardi pour les Étoiles du Sport. C'est un programme de parrainage qui met d'anciens champions et des espoirs français en passe de l'être. C'est la triple championne olympique Marie-Josée Perret qui s'est dite favorable à un quatuor inclusif pour allumer cette fameuse vasque. Il faut dire que cette championne, notamment à Atlanta en 96, est considérée comme l'un des grands noms, en tout cas l'une des grande figure française souhaitée pour allumer cette vasque, même si elle s'est dit flattée et qu'elle serait forcément très honorée de le faire. Elle a quand même tenu à mettre en avant ce message plus beau d'une vasque allumée à 4. Je prendrai en tout cas un homme et une femme handisport et un homme et une femme valide, a expliqué Marie-Josée Perret dans un entretien à l'AFP ce mardi. Pour rappel, la torche sera allumée à Olympie en Grèce le 16 avril, arrivera à Marseille. Marine, le 8 mai, si tu y es, je ne sais pas, le 8 mai, tu penses être où le 8 mai ? Je pense être chez moi en train de réviser les concours. Et donc à l'opposé, quoi, à l'extrême opposé à Lille. Donc en tout cas le 8 mai sur le sol français, puis elle passera par 400 villes françaises, donc certainement pas loin de chez vous aussi dans le nord, et dans les mains de quelques 10 000 relayeurs. Le lieu d'allumage de la vasque n'est pas encore connu, bien qu'on parle avec insistance de la Tour Eiffel, ce qui serait peut-être logique. Mathis ? Ouais, endroit symbolique de Paris évidemment. Et pour revenir sur Marie-Jo Perret, je trouve que c'est une belle idée, une belle pensée de vouloir inclure aussi des athlètes paralympiques, et elle a raison d'appuyer sur c'est vraiment le gros message de ces Jeux de Paris. C'est des Jeux de Paris pour tous, et donc même déjà avec ce marathon de Paris, avec cette démarche à l'époque de pouvoir participer au marathon de Paris symboliquement. Toujours pour ce qui est des JO, ça va peut-être faire un peu plus grincer les dents. Hier, lundi, donc Valérie Pécresse, présidente de Île-de-France Mobilité, a annoncé la montée des prix des transports de la région pour la période des Jeux, donc du 20 juillet au 8 septembre. Le pass transport Paris 2024 sera donc de 70 € la semaine pour un billet unitaire, non plus de 2,10 €, mais de 4 €. Près du double, jusqu'à la fin des Jeux, donc Jeux paralympiques. Même en l'occurrence, puisqu'on parle de septembre, c'est logique. Il y a aussi les Jeux paralympiques qui suivront les Jeux olympiques à Paris. Aussi, le ticket du RER sera de 6 € l'unité et 48 € le paquet de 10 tickets. Sachant que Île-de-France Mobilité va investir près de 200 millions d'euros pour augmenter de 15% environ le nombre de métros et de trains pendant cette période des Jeux, donc un montant permis, a priori, par cette hausse des tarifs. Est-ce que là aussi la manière d'amener la chose, ou qu'est-ce que vous pensez toujours c'est un aspect financier, hein, donc c'est très compliqué toujours d'avoir vu et de bien comprendre tous les aspects et les aboutissants, mais en l'occurrence là ça fait toujours mal pour nous Français, Parisiens. Oui, bien sûr. J'avais vu un papier, il me semble que ça date de 2017, justement par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, où la mairie de Paris s'engageait à ne pas augmenter le prix des titres de transport pendant cette période des Jeux Olympiques. Donc on voit que ça peut vite changer, et c'est sûr que ça pose question à l'approche de cet événement qui va rassembler tellement de monde dans les transports parisiens. Après, s'ils avaient promis qu'il y aurait moins de trains ou pas plus de trains et de métros, bien sûr, ça peut être compensé par... Ça peut être compensé. Toujours un petit mot Jeux Olympiques, cette fois concernant le tennis. Dans un entretien donné au journal de l'Équipe ce jour, Édouard Roger Vasselin a confirmé qu'il jouera en double avec Nicolas Mahut en 2024, donc dans l'optique des Jeux. Le second avait annoncé leur entente au Masters de Bercy, rappelez-vous, il y a quelques semaines, tandis que le premier parlait, lui, à l'époque de mauvais timing, sans valider donc forcément les propos de son compatriote de 41 ans. Édouard Roger Vasselin, 40 ans aujourd'hui,
joyeux anniversaire à Édouard Roger Bassin, a toutefois relevé qu'il était possible qu'il ne participe pas au jeu. Pas de pression folle à se mettre, selon lui, pour éviter une énorme déception, toujours selon ses mots, même si le 11e joueur mondial en double est en très bonne position, surtout qu'il y a toujours ce barème-là de classement mondial, et qu'au niveau des Français, dans cette catégorie-là, il est loin devant, en tout cas, la concurrence. Et un autre mot pour finir un peu cet angle Jeux Olympiques, dans les sports collectifs comme le basket, donc les dernières places à prendre se joueront lors de tournois qualificatifs olympiques, dans lesquels se croiseront 2 mastodontes de la NBA, puisque la FIBA, la Fédération internationale de basket, a dévoilé hier, lors d'un tirage au sort, suite à un tirage au sort, la composition des 4 tournois qualificatifs qui donnent chacun une des dernières places donc pour les Jeux. Et lors du tournoi d'Athènes, la Slovénie de Luka Doncic, peut-être que ça vous parle pas mal, et la Grèce de Giannis Antetokounmpo pourraient se défier en finale du tournoi, programmé du 2 au 7 juillet prochain, juste avant les Jeux. Le meneur des Mavericks de Dallas ou l'intérieur des Bucks de Milwaukee ne pourra donc pas vivre le rêve olympique en France. Mathis, t'as un penchant plus pour une nation ou pour un joueur que l'autre, toi, en vue de ce... Je suis vraiment pas fan des 2 joueurs, personnellement. D'accord. Mais plus la Grèce d'Antetokounmpo quand même, je pense, effectif plus complet. Peut-être si t'as suivi la Coupe du Monde, peut-être qu'il y a des nations aussi, ou les derniers Jeux, peut-être qu'il y a des... On sent que la Slovénie s'essouffle un peu et Doncic a pas mal de problèmes de comportement en FIBA. Il a beaucoup de mal avec les arbitres. Ça peut aussi jouer et, alors certes, il est capable de faire des matchs exceptionnels et de sortir du lot. Mais je pense que la densité physique de tout l'effectif grec va peut-être faire mal à la Slovénie, si tant est qu'ils se rejoignent en finale, ce qui n'est pas encore assuré. Oui, bien sûr, c'est hypothétique en tout cas, au vu du tirage au sort, ils sont certainement voués à se rencontrer. Page foot à présent, avec quelques petites infos distillées par-ci par-là. L'Olympique Lyonnais, par le biais de l'OL Group et de la banque américaine Rain, s'apprête à vendre sa franchise féminine de Rain. C'est un peu compliqué. Alors Rain, la banque américaine, c'est RAINE. Et la franchise américaine, c'est cette équipe de l'OL Reign, REIGN, qui joue dans le championnat nord-américain féminin. Donc cette vente qui s'apprête à se faire autour de 53 millions d'euros, annonce notamment l'équipe. La vente de cette formation féminine basée à Seattle devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Et les négociations sont en cours avec les propriétaires des Seattle Sounders. Donc, au moins, ça reste local. Un bon point, surtout pour le club rhodanien qui avait espéré déjà la vente du club nord-américain l'été dernier lorsque... Rappelez-vous, le nouveau propriétaire de l'OL, John Textor, négociait avec la DNCG et qu'il estimait pouvoir apporter 60 millions en plus grâce à cette vente qui ne s'était pas fait. Là, en tout cas, on parle de 53 millions d'euros. Ça peut être un petit rayon de soleil dans cette saison de manière générale de l'Olympique Lyonnais, même si les filles, pour l'instant, démarrent bien elles aussi en championnat. C'est une question. Si jamais... Oui, c'est sûr que tout est à prendre, je pense, pour les Lyonnais, tant c'est compliqué sportivement chez les hommes. Des nouvelles positives et peut-être aussi pourquoi pas repartir sur de bonnes bases si jamais il y a une descente pour l'année prochaine, envisager plus sereinement l'avenir en Ligue 2 ou peut-être en Ligue 1 si miracle. Pour le mercato hivernal aussi certainement. Bien sûr, ouais, se renforcer dans l'espoir d'accrocher ce maintien. Si la DNCG le veut bien, ne sait-on jamais. Et toujours pour ce qui est foot, toujours en France, s'est tenue ce mardi une audience au tribunal judiciaire de Paris autour d'un litige entre la Fédération française de football et Joël Cantona Organisation, du nom du frère d'Éric Cantona, membre lui aussi de l'organisation. La société spécialisée dans l'événement et le marketing sportif s'est attaquée à la fédération suite à l'attribution des éditions de 2023 à 2025 et du FF Tour de beach soccer. Je sais pas si ça vous parle. C'est un événement estival de promotion de la discipline du beach soccer, donc du foot sur sable, et qui a été confié par la FFF à Atelier 58. JCO, donc Joël Cantona Organisation, avait organisé ce FF Tour les 16 précédentes années et demande des indemnités en plus de contester les conditions d'attribution. Seuls les avocats des deux parties étaient présents ce mardi pour revenir sur la saisie surprise et sans huissier de quelques 200 mails au siège de la FFF le 7 septembre dernier. Celle-ci, demandée par JSO, est jugée infondée par la fédération. La décision, elle, sera rendue le 23 janvier prochain et déterminera donc si la procédure suivra son cours ou non. Et enfin, petite info aussi foot, Manuel Neuer, un nom qui vous parle aussi certainement, le gardien allemand du Bayern Munich, a prolongé son contrat jusqu'en 2025. Le club a annoncé la nouvelle ce mardi concernant son gardien de 37 ans, lui qui était blessé de longue date depuis ce fameux accident au ski il y a à peu près un an. Emmanuel Neuer qui a vu Sven Ulreich, 35 ans et aussi allemand, donc son gardien remplaçant qui avait pris place dans les buts en l'absence de Neuer, et lui aussi se voir être prolongé jusqu'à la même date
Je trouve ça beau aussi, ce club-là, qui font confiance à des joueurs malgré leur âge, malgré les conditions physiques et surtout qui ont une forme de démarche d'équilibre et d'équité, surtout pour les services rendus a priori de Sven Ulreich. Je sais pas si tu as suivi un peu, Marine, toi, les matchs du Bayern, Non, j'ai pas trop suivi Bundesliga, mais je suis d'accord, c'est un beau geste et même faire confiance autant. Il y a l'âge et il y a aussi la longue blessure. Enfin, on aurait pu croire que ça allait être compliqué de revenir après une énorme blessure comme ça à son âge, et au final, il y a une belle confiance. Et je pense que Neuer aura aucun problème à la rendre. Et ouais, beau geste d'équité pour les services rendus de son gardien remplaçant, c'est sûr. Allez, on passe un peu sport d'hiver et biathlon. Quelques mois après le début de l'affaire de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire, la championne du monde en titre Julia Simon et sa compatriote Justine Brezas-Boucher seront alignées ensemble demain pour le relais femmes à Östersund en Suède. Mieux encore, Julia Simon, à la conclusion donc de cette épreuve lancée par Lou Jean Monod et Chloé Chevalier, recevra le relais des mains de la championne olympique de la Mastart, donc Justine Brezas-Boucher. À voir ce que peut donner en tout cas cette épreuve, et en espérant que les relations sportivement, a priori, les deux sont en forme. Après, forcément, en interne, on espère que dans l'équipe de France, ça ne va pas faire trop de bruit d'ici là. Toujours, je rebondis sur le basket pour finir. Peut-être que vous l'avez vu aussi, le chanteur Matt Pokora est devenu ce mardi l'un des actionnaires majoritaires du SIG Strasbourg, l'équipe de basket de la capitale du Grand Est. L'artiste natif de la ville a investi 300 000 € quand même après des modifications dans les statuts, faisant passer la somme maximale d'un actionnaire de 50 000 €, donc à 300 000 €. Sinon, c'était pas possible pour Matt Pokora de mettre autant. L'entreprise alsacienne Indutech a procédé elle aussi à une augmentation de son investissement pour revenir à égalité du chanteur de 38 ans dans ce club donc de Betclic Elite. L'objectif de Matt Pokora est de participer, je cite, financièrement et personnellement dans la vie du club, notamment la direction artistique. C'était aujourd'hui en conférence de presse. J'ai envie de voir des maillots du SIG dans la rue. Je veux faire en sorte qu'une nouvelle génération s'attache au club, a-t-il ajouté. Mathis, ce SIG là en plus cette saison qui a priori est bien parti pour avoir les cannes pour se maintenir encore en Betclic Elite, qui a pas trop à s'inquiéter. Est-ce que le SIG peut redevenir une grosse équipe qui joue les premières places? Ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est jouable. Cette année, ça va être un peu compliqué. Certes, pour le maintien, ça le fera, je pense. Maintenant, accrocher une place en play-off, ça risque d'être un petit peu plus dur, ou au moins, ils sont peut-être pas aussi hauts qu'on les attendait, même s'ils montent en puissance, avec notamment l'arrivée de Cancellieri, l'ancien coach de Limoges, qui avait fait des merveilles. Mais c'est sûr que l'arrivée de Matt Pokora, qui connaît un petit peu le monde du basket par le biais notamment de son ami Tony Parker, peut permettre au club de changer de dimension et de retrouver son allant. On rappelle Strasbourg qui était quand même un des très grands clubs, qui a été champion de France il y a peut-être un petit peu moins d'une dizaine d'années. Ouais. Non, un peu plus quand même, Mathis, mais ça sera ma justification de la prochaine chanson, donc je te glisserai l'info juste après. Mais Matt Pokora aussi, qui aurait pu faire un début de carrière dans le foot, donc c'est drôle aussi de le voir rebondir dans le basket, jeu de mots. Mais en l'occurrence, est-ce qu'il va aussi réinvestir de l'argent dans le Racing Club Strasbourg, peut-être Après, Matt Pokora, c'est un grand supporter de l'OM, donc s'il peut investir un peu pour nous, pourquoi pas, hein. Je ne pense pas que le club ait grandement besoin. Enfin, normalement, quand t'as un milliardaire américain en tête, ça devrait aller. Ben écoutez, voilà la fin de ces news. On va rester même dans le basket encore quelques minutes avant de marquer une énième petite pause, puisque ce vient ton heure, Mathis qui est venu avec lui un petit portrait d'un basketteur du coin, petit mais au gros CV. On t'écoute dans un instant, juste après ce petit jingle. Christian Eyenga et ses 51 matchs NBA débarquent au Lille Métropole Basket. Portrait tout de suite dans le Campus Sport Club. Donc Mathis, tu vas nous parler de ce Christian Eyenga qui nous vient d'Espagne, mais qui a eu, donc comme tu le dis si bien dans ce jingle, une petite expérience quand même outre-Atlantique. Et oui, Adrien, aujourd'hui, je vais donc parler de Christian Eyenga, la nouvelle recrue du Lille Métropole Basket. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pourtant Eyenga a tout d'une recrue XXL pour l'équipe lilloise. Alors pour commencer, apportons des éléments de contexte à cette arrivée qui est venue chambouler l'effectif, après seulement un peu moins de 2 mois de compétition. Les hommes de Maxime Bézin ont réalisé un début de saison canon, 4 victoires en autant de rencontres en Leaders Cup face à l'Alliance Sport Alsace et le rival de Nain. Mais justement, lors des ultimes secondes de ce 4e match, Shekina Mounanga, le Lillois le plus en vue jusqu'ici, s'est rompu les ligaments croisés du genou, mettant un terme prématurément à sa saison. Une belle tuile pour le board lillois qui a perdu un élément majeur de son effectif le 6 octobre dernier.
Mais avec cette force de caractère qui les caractérise justement, et pouvant compter sur une chaude ambiance au Palais Saint-Sauveur, les joueurs lillois ont commencé le championnat sur de très belles bases, avec 4 victoires en 6 rencontres. Et 1 mois et 2 jours après la grave blessure de Mounanga, et alors que l'on pouvait commencer à croire que son remplaçant se faisait attendre, c'est Christian Eyenga qui a finalement signé au LMB en qualité de pigiste médical. Un Congolais pour en remplacer un autre donc, mais Eyenga, sans faire offense à Mounanga, a un CV ô combien plus garni. Drafté en 30e position par les Cleveland Cavaliers, il effectuera 50 matchs avec cette franchise entre 2010 et 2012, côtoyant notamment un certain Kyrie Irving. Il a aussi fait parler de lui pour un dunk superbe par-dessus la légende espagnole qu'est Pau Gasol. Pour résumer, il a fait une demi-saison aux Cavs où il valait tout de même 7 points et un petit peu moins de 3 rebonds de moyenne par match. Un match aux Lakers. Il est également passé par la D-League, championnat de développement des franchises NBA pendant 3 saisons. Depuis 2013, il évolue en Europe. Il a connu la première division polonaise, la première division italienne et pour finir la Liga Endesa, donc la première division espagnole avec 7 saisons, dont les 6 dernières dans le même club qui est Fuenlabrada. Et au-delà de l'expérience évidente, il va pouvoir apporter une dimension physique précieuse et rassurante au collectif lillois. Et après quelques entraînements, on pouvait entendre qu'il avait déjà impressionné ses coéquipiers. Et force est de constater que son arrivée n'a pas enrayé la dynamique lilloise. Depuis 2-2 en championnat, une petite défaite tout de même en Coupe de France. Et ce soir, une très belle victoire à Châlons-Reims sur le score de 73-78, avec son premier match référence, 14 points, 7 rebonds et 2 passes décisives. Il faut également souligner la patience du staff et notamment du general manager Jean-Victor Traoré durant cette période compliquée. Car avec l'enchaînement des rencontres, Leaders Cup, Coupe de France et Championnat, le LMB a dû jouer tous les 3 jours et suivre un rythme infernal. Il aurait peut-être été plus simple de se tourner vers un remplaçant moins qualitatif, mais disponible plus rapidement. Chapeau donc de ne pas s'être précipité et d'avoir pu réaliser ce beau recrutement, certes tardif. Physiquement au-dessus, on peut même désormais penser qu'Eyenga peut faire passer un cap à Lille dans cette Pro B. Pourquoi pas rêver d'atteindre les sommets du championnat, alors que le club est 2e avec 6 victoires pour 2 défaites et recevra Vichy Clermont qui possède le même bilan en championnat ce vendredi. C'est peut-être un premier tournant qui peut se dérouler au Palais Saint-Sauveur de Lille. Comptez sur Christian Eyenga pour être au rendez-vous. À votre avis, comment est-ce qu'on gère une recrue de telle envergure? Et pour aller plus loin, est-ce que vous sentez que le LMB est en train de passer un cap ou la prudence reste de mise quand même? C'est un cap, ça dépend ce que tu sous-entends par passer un cap, parce que même, par exemple, moi qui les ai pas mal suivis la saison passée, accrocher cette 4e place, en tout cas, ou 5e place, mais en tout cas, faire cette grosse saison avec un effectif aussi jeune et renouvelé, c'est déjà franchir un cap pour moi. Là, ils sont peut-être sur les mêmes bases et les mêmes ambitions. En tout cas, vu ce qu'ils ont pu montrer la saison passée. Mais ce recrutement a l'air malin, comme tu dis. En tout cas, c'est toi qui l'as peut-être plus vu jouer. Il est quoi sur le terrain? C'est un scoreur, c'est un leader, c'est un défenseur. Et qu'est-ce qu'il apporte le plus sur le parquet? Je pense l'intensité et de la taille du physique, c'est un poste 4, donc il joue proche du cercle et il s'entend très bien avec Marcus Santos Silva, l'autre très bonne pioche de l'effectif lillois. Ok, oui. Et son expérience aussi, j'ai envie de dire, je pense que c'est important d'avoir un gars un petit peu plus ancien justement dans ce groupe de jeunes qui a vécu de très belles choses. On en a parlé, la NBA, la première division pendant de très nombreuses années. Il est capable de cadrer un petit peu plus les choses, notamment quand ça peut avoir tendance à partir dans tous les sens. Je disais justement un effectif qui est encore même cette année jeune, et bien lui c'est le 2e joueur qui a plus de la trentaine seulement. Donc c'est aussi cette part d'expérience, sachant que le seul joueur qui avait la trentaine c'était Marco Sukaumu qui en a 38 quand même, donc il y avait un sacré gap entre lui et la vague qu'il suivait en niveau de l'âge. Donc là il y a un peu cet entre-deux, comme tu dis, ça doit aider en tout cas sur un parquet. Ouais, bien sûr, et puis c'est très bien intégré au groupe, il est francophone, il parle aussi espagnol, donc pour Marcos Sukaumu, rien à redire pour l'instant, début de saison parfait, et je pense que les Lillois attendent avec impatience cette belle rencontre face à Vichy ce vendredi, ou peut-être premier tournant de la saison. Surtout que tu parlais d'une seule défaite ces derniers temps, et c'était face à Vichy en Coupe de France. Exactement, revanche à prendre. Revanche à prendre. Merci Mathis pour ce petit portrait. Comme à chaque fois, on se laisse encore quelques instants de pause avec une deuxième musique. J'en ai profité, je vous ai parlé juste avant de Matt Pokora avec Strasbourg. En parlant de ce fameux SIG Strasbourg, je t'apprends donc peut-être Mathis que ils ont été champions de France une seule fois de Pro A, bien sûr, dans leur carrière. C'était en 2005. Et en 2005, M. Pokora, lui, commençait à faire sa carrière... Ouais, tu voulais dire? Je confondais avec une finale.
Il y a pas très longtemps. 2015-2016, ils ont perdu en finale. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ils ont été champions qu'une seule fois, c'est en 2005. Et Mpokora, lui, démarrait sa carrière solo avec un son, je ne sais pas si vous l'aviez écouté, donc je le fais peut-être découvrir à d'autres. C'est Showbiz dans son album éponyme Mpokora, tout simplement. On s'écoute ce son classique, bien sûr, des débuts de carrière de Mpokora, qui a bien changé depuis, quand même. Et on revient dans un instant, donc, pour la fin du CSC. Voilà, pour ceux qui auraient suivi les débuts de carrière de Mpokora, ça ressemblait à ça, à l'époque. Depuis, il a fait un album en lien avec Claude François, donc il a vraiment viré du tout au tout. Il avait repris À nos actes manqués, Jean-Jacques Goldman, donc vraiment, il avait fait la totale, ce Matt Pokora. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille, 106,6 FM. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter peut-être par le DAB+, ou sur campuslille.com, le site où vous retrouverez cette émission en replay, ainsi que prochainement sur YouTube, Spotify, Deezer. En tout cas, j'ai m'attelé à le faire le plus tôt possible et le mieux qui soit. Petit moment un peu spécial, on le fait rarement dans le CSC, mais ce soir c'était l'occasion, puisque la prochaine chronique du moment nordiste ne va pas vous être présentée par quelqu'un en plateau. C'est Hugo qui était sur le terrain ce week-end et qui n'a pas pu se rendre en studio ce soir. Donc nous allons pouvoir écouter donc ce petit débrief. En tout cas, on était déjà dans le basket nordiste avec toi, donc Mathis, et tu faisais le commentaire justement en off, puisque Hugo était à la rencontre de l'ESBVA, l'équipe féminine de Villeneuve-d'Ascq, qui était face à, on va dire, à une bête noire, mais qui affrontait l'Asvel féminin, l'équipe de Tony Parker. En tout cas, l'équipe qui avait battu justement les nordistes en finale de la saison passée de Ligue féminine. L'occasion, donc, au Palacium dimanche, de retrouver les Rodaniennes pour la première fois depuis cette finale face à leur meilleur ennemi. Les joueuses de Rachid Méziane ont perdu pour la première fois la saison en championnat après un début pourtant parfait à 7/7. C'était quand même à souligner. Dans une rencontre de haut niveau, les guerrières s'inclinent sur le fil 82-84, donc. Et vous allez donc entendre Marine Johannes, qui était de retour aussi avec cette Asvel là depuis quelques temps, n'y est pas pour rien. Le moment nordiste, décidément j'y arrivé, est signé Hugo Marceau. Il aura fallu 8 journées pour voir les guerrières battues en championnat. Face aux championnes de France en titre, Villeneuve-d'Ascq a livré un grand match, mais s'est incliné pour la première fois en Ligue féminine cette saison. La faute à des Villeurbanaises en pleine bourre, après un début de saison perturbé par les absences. 8e avant la rencontre, l'Asvel se présente au Palacium avec son armada d'internationales françaises au quasi complet. Marine Johannes et Gabi Williams de retour depuis 2 rencontres dans le roster de David Gauthier, et Paul, Marine Fotoux, Alexia Chéry et Elena Siak. Pour le coach rhodanien, ça fait toute la différence. Là, on montre qu'on est une équipe compétitive et c'est ça qui est bien. Ça fait du bien sûr de retrouver des joueuses. On peut faire tourner, jouer sur la qualité des joueuses, faire des changements. Avant, c'était très compliqué parce que des fois, on jouait à 4 pros, 5 pros, 6 pros. Kariata Diaby et les Villeneuvoises démarrent pourtant cette rencontre de gala du bon pied. Portée par un Palacium à la hauteur de l'affiche, Janelle Salin inscrit les 5 premiers points. Avant un très bon passage de l'internationale ivoirienne. Il fallait qu'on fasse un match quasi parfait. On va pas non plus jeter tout ce qu'on a fait. Même si on commence hyper bien le match, c'était pas assez face à une équipe contre l'Asvel. Car en face, l'Asvel est en mission sur le parquet du leader. Clinique, en pleine réussite. La bête noire de Villeneuve retrouve les ingrédients de la victoire en finale du championnat en juin dernier. Poison constant pour la défense nordiste au relais de Fotoux à la main. Julie Allemand contribue au premier écart en faveur de l'Asvel. 16-9 au milieu du premier quart. Villeneuve s'accroche et n'est jamais très loin en première période. Chavante Zelous, meilleure marqueuse de la rencontre avec 21 points, ramène les siennes à une petite unité au milieu du deuxième quart-temps. L'écart est le même à la mi-temps, 46-47. Mais en fin de troisième quart, les joueuses de Rachid Méziane se mettent à balbutier leur basket et l'Asvel en profite. Les Rodaniennes infligent un 10-0 en 3 minutes au leader invaincu. Fatal. Clairement que c'est un momentum du match qui est ultra négatif pour nous parce que on est dans le match du début à la fin et on a ce moment de flottement en troisième quart-temps là où l'Asvel arrive à faire son écart. Donc après
Nous, ça nous demande à redoubler d'efforts dans le quatrième pour revenir. Elles font un écart sur des phases où on est complètement naïf, on n'est pas dans le repli, voilà, c'est pas comme si elles avaient fait des efforts pour marquer ces paniers-là. On peut bien entendu s'en mordre les doigts et apprendre de ce qui s'est passé là. On a des individus sur le terrain à ce moment-là qui sont pas dans le plan, dans le projet de jeu et donc à ces gens-là d'apprendre. Voilà. On les a encensés à des moments quand ces joueuses elles ont performé. Il faut savoir leur dire à un moment que sur le coup, elles coûtent cher à l'équipe. Dans le quatrième, Villeneuve s'obstine et court après le score. Zelous. Herriot. Smalls enchaîne à 3 points et offre au public du Palacium une fin de match folle. 79-81, possession Asvel et 26 secondes à jouer. Moment choisi par Marine Johannes pour poignarder les guerrières. Score final 82-84. Malgré ce premier revers, le SBVA reste solide leader de la Ligue féminine après 8 journées. De quoi aborder sereinement la fin d'année 2023 pour Rachid Méziane. Peut-être que cette défaite a fait partie du process dans lequel on doit se mettre, tout simplement. Voilà. Je préfère perdre celui-ci qu'en perdre beaucoup plus tard, ou perdre peut-être ceux qui vont compter beaucoup plus. Voilà, peut-être que ça va nous permettre de réenclencher quelque chose. Prochain rendez-vous au Palacium, samedi à 19h face à Landerneau. Et le SBVA même qui va pouvoir dès demain essayer de se reprendre pour ce qui est en tout cas de son parcours en Euroleague avec un déplacement assez compliqué, c'est toujours embêtant en Pologne face à Polkowice. Je sais pas si je le dis bien, je suis pas LV1 polonais ici. Ah, non, désolé. Non. Peut-être Mathis allait peut-être me reprendre, mais non, ça va bien. Et donc oui, ce match face à Landerneau Bretagne en fin de semaine. Écoutez, il reste 5 minutes, ça me laissera le temps de faire des petits immanquables tranquillement, de vous demander vos pronos on va bien sûr rebondir sur les pronos foireux du CSC aussi en cette fin d'émission, on en profite. Et je remercie aussi Hugo Marceau, donc qui était sur le terrain ce week-end et ce soir qui était aussi bien occupé par la Ligue des Champions. Justement, cette Ligue des Champions pour démarrer cette immanquable, juste après, petit jingle, n'oublie pas quand même Adrien s'il te plaît. C'est dans un instant. Sortez de quoi noter. Pour ne rien manquer de la semaine sportive à venir, les immanquables, c'est maintenant. Avec la suite de cette 5e journée donc de Ligue des Champions avec le tour de Lens de jouer demain soir à 21h, ça se passera sur Canal+ et RMC Sport. Lens qui se déplace à Arsenal, on se remémorera la très belle victoire des Lensois il y a 25 ans. À l'époque, c'était à Wembley, c'était même pas à Highbury, c'était à Wembley qu'avait lieu ce match. La Lens se déplace donc à l'Emirates Stadium pour essayer de, alors peut-être pas du coup jouer les premiers rôles, mais en tout cas essayer de grappiller les points pour accrocher cette deuxième place qualificative pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Les Lensois, vous les voyez faire la perf ou Arsenal beaucoup trop fort en face? En Ligue des Champions, on a vu que tout était possible. Enfin, personnellement, je les voyais pas faire la perf à l'aller, même à Bollaert. Et au final, ils m'ont épaté complètement. Donc, on a envie d'y croire quand même pour les Lensois. Après, faire une énorme perf, une victoire, en gros, j'y crois pas forcément. Allez, pourquoi pas un petit 1-1 ou un petit 2-2, quoi. Petit spectacle et un nul arraché, là. Attention, parce que Marine a déjà annoncé son prono foireux, donc on est peut-être un peu moins sur le 1 a priori à venir. En tout cas aussi demain soir, donc pour cette 5e journée, ses adversaires directs, Séville et le PSV Eindhoven, s'affronteront donc en Espagne. Ça sera même à 18h45 sur beIN Sport. Donc en plus, nous, les Lensois auront connaissance du résultat là, qui pourra aussi un peu déterminer quelle va être l'issue de cette poule-là pour la 6e journée en vue des derniers matchs. Et puis les autres affiches que j'ai à vous proposer demain soir pour cette Ligue des Champions, c'est Benfica Inter et Real Madrid de Naples. Ça sera les 2 matchs à 21h sur les canaux de beIN Sport. Donc là aussi des places, en tout cas pour les 2 premières places de chaque groupe respectif qui se joueront. Le lendemain, jeudi, ça sera autour de la Ligue Europa, les Ligue Europa Conférence. Un petit point sur nos clubs français. Le Maccabi Haïfa recevra Rennes jeudi à 18h45. Ça sera un match à suivre sur RMC Sport. Mais le Maccabi Haïfa qui recevra en Hongrie à la Puskás Arena. Donc là aussi, peut-être que ça peut un peu aider en tout cas ces Rennais-là, eux qui sont déjà très bien installés en tête de leur groupe. Et puis
puis dans les autres matchs de Ligue Europa, Marseille qui recevra l'Ajax Amsterdam, un Ajax Amsterdam malade, sera jeudi à 21h sur Canal+ et M6. Et en parallèle, Toulouse qui recevra l'Union Saint-Gilloise aussi à 21h, cette fois à suivre sur RMC Sport. Là aussi, c'est clubs de Marseille et Toulouse qui doivent gagner à domicile. C'est pour prendre les points faciles. Ouais, c'est clair que les clubs français ont plutôt un bon coefficient UEFA. On est en train de grappiller notre retard sur les Pays-Bas et il faut engranger ces points pour s'assurer la qualification, surtout que la dynamique est plutôt bonne. Il va falloir confirmer tout ça et espérer peut-être même viser la première place. Et le 6e club européen, c'est celui de Lille qui est en Ligue Europa Conférence, qui se rendra à Ljubljana en Slovénie. C'est un match à suivre jeudi à 18h45 sur RMC Sport. Pour ce qui est de la Ligue 1, il faut aussi vous rappeler que demain, peut-être que vous ne l'avez pas su, mais il y a un match en retard qui se jouera, celui entre Montpellier et Clermont, qui avait été interrompu dans le temps additionnel à l'époque par des fumigènes de Montpelliérains jetés sur Moridio, le gardien de Clermont. En tout cas, ce match qui sera à huis clos, donc se jouera demain à 19h, match en retard de la 8e journée. Pour ce qui est des affiches du week-end, il y aura un beau match entre Lens et Lyon, samedi à 17h à suivre sur Prime Video. Le Havre recevra Paris le lendemain dimanche à 13h, ça sera à suivre sur Canal+ Foot et Prime Video. Lille recevra Metz dimanche à 17h05 à suivre sur Canal+ Foot et l'affiche de cette 14e journée de Ligue 1, c'est Marseille qui recevra Rennes. C'est dimanche à 20h45, toujours à suivre sur Prime Video. Je rappelle aussi, il y aura la finale de la Coupe du Monde U17 entre France et Allemagne. Ça sera samedi à 13h sur la chaîne L'Équipe, si tout va bien, normalement, pour cette deuxième finale et peut-être ce deuxième sacre dans la catégorie. Il y aura aussi les débuts des mondiaux féminins de handball, début demain. Et pour ce qui est des Français, ce sera début jeudi soir à 20h30 sur beIN Sport. Et puis contre l'Islande samedi à 18h et contre la Slovénie lundi à 21h. Le match à suivre sur les canaux beIN Sport. Et aussi du biathlon pour finir avec le relais femmes demain à 15h20. Le relais homme le lendemain jeudi à 15h20. Sprint femmes vendredi 14h45 et sprint homme samedi 14h45. Et on finira avec les poursuites dimanche à 14h et 16h. Tout ça à suivre sur la chaîne L'Équipe. Voilà, merci Mathis, merci Marine pour ce soir.